Fragments. Ce tableau est une association de plusieurs matériaux que nous n'avons pas l'habitude d'associer. Il est par son nom l'évocation renouvelée et permanente du devoir de mémoire dont chacun doit s'emparer. Les différents matériaux montrent l'appartenance diverse de ceux qui perpétuent ce souvenir. Il me semble que l'humanité tout entière, dans sa diversité, est concernée par cette histoire. Les témoins directs peuvent encore nous dire ce que nous ne pouvons imaginer. Comment ferons-nous quand ils auront disparu? Dans la réunion de toutes les composantes humaines, attentives aux valeurs fondamentales de l'humanité, nous pouvons espérer que ce fragment ne sera pas perdu. Un fragment de texte. Écoutez-le. Je suis de ces hommes sans étoiles sur le cœur qui défendent la mémoire de ceux qui l'ont portée. Je suis de ceux qui, comme ces bannis de l'humanité, n'ont jamais cessé de combattre par rage, désespoir et folie. Ils coulent dans mon corps, leur sang sacrifié sur l'autel de la barbarie. Et bientôt, si l'on y prend garde, au panthéon de l'oubli. Ce fragment de texte a été gravé sur ces deux pierres. Le texte n'est pas visible. Il faut un effort pour déchiffrer parce qu'il y a eu l'intervention d'un codage chiffré particulier. C'est un appel à l'effort personnel, à la pensée, à la prise de distance d'une certaine matérialité. Les deux pierres sont inséparables l'une de l'autre et communiquent entre elles. Elles sont liées par le fil de fer barbelé qui rappelle les camps. Le tissu sur lequel elles sont couchées rappelle ces bouts de tissu portés par les déportés. Uniforme, couverture, signe distinctif, étoile et triangle. Chacun d'entre vous est un peu pierre, un peu tissu, un peu fil barbelé, symbole vivant de notre rencontre pour cette exposition. Nous sommes tous des morceaux, des fragments de cette mémoire. Sur cette composition, on l'a déjà entendu dans le commentaire précédent, c'est une association de plusieurs matériaux différents. Mais quelque chose d'intéressant, nous semble-t-il, sur cette proposition-là, c'est dans le vocable pierre, en hébreu ébène, qui est la contraction de deux phonèmes qui sont le père et le fils. On voit bien la dimension de la transmission de la mémoire entre les générations. Cette pierre fendue en deux rappelle aussi le coup de hache fendant en deux le crâne d'un des geôliers du camp de Sobibor. Celui qui met le coup de hache rappelle que pour lui ce n'était pas un coup de hache sur un homme, mais comme un coup de hache dans une pierre qu'il fendait en deux. Plusieurs évocations, évidemment, des tables, avec des inscriptions qui remontent au fin fond des âges, comme un processus millénaire de transmission de la mémoire. La transcription d'une phrase sur de la pierre est un processus que les humains ont utilisé depuis très longtemps. Processus individuel. Un tzigane disait « Les camps, c'est de l'encre et du papier ». Cette composition se présente sous la forme de 3 tiroirs identiques dans une évocation très minimaliste. Ce qu'il faut aller chercher, le plus important, est à l'intérieur des tiroirs. Premier tiroir, arrestation. La structure graphique principale, dans le fond, est horizontale. Elle évoque l'universalité, la transversalité et la dimension génocidaire du processus intellectuel. En effet, la bureaucratie et la technocratie, puisqu'il en était si question, sont les moyens organisationnels pour parvenir à la fin qu'est l'élimination systématique. Lorsque la puissante machine étatique met en œuvre ses services dans un but d'élimination systématique d'une communauté, cela entraîne un génocide. Le barbelé forme des cases, évoquant un classement par catégorie. Le personnage au deuxième plan est dans plusieurs catégories, car lorsqu'on veut éliminer un homme, plusieurs moyens, tous plus efficaces les uns des autres, peuvent parvenir au résultat voulu politiquement. Dans ce premier tiroir est évoquée la constitution de fichiers pour la classification fatale. Deuxième tiroir, concentration. Le fond est maintenant vertical. Il évoque l'interrogation qu'impose le système concentrationnaire dans le processus d'élimination. La liaison entre le ciel, la spiritualité et la terre. La matérialité est ici rompue, ou du moins en interrogation permanente. Le même personnage, issu des tri sélectifs,
est dans la même position. Il paraît dans le même espace-temps, et pourtant, il n'en est rien. Sa condition est changée parce que son rapport aux autres a changé. Dieu a-t-il abandonné ceux qui avaient foi en lui? On remarque aussi que le nombre de fils barbelés diminue. Troisième tiroir, désindividualisation. Ils ont tué la mort. Et s'il n'y a pas de vie humaine identifiable avec nos repères, nous ne pouvons imaginer comment les déportés pouvaient imaginer leur mort. Quelle représentation pouvaient-ils s'en faire? Avec ce dernier tiroir, tous les repères identifiables éclatent. Les fils barbelés sont entassés sans structure. Le personnage que l'on pouvait identifier quelque temps avant n'est plus qu'une déstructuration mentale, désincarnée. La déréliction, l'innommable, le non mesurable. Effling, sa genèse. C'est une composition fragmentaire qui a nécessité 6 mois de travail après une élaboration et une maturation intellectuelle de près de 8 ans. Quelques explications. Elle se présente sous la forme de 9 fragments de croix gammées, déstructurés, qui montrent en leur cœur l'horreur du système concentrationnaire. Pour la mise au point de cette composition fragmentaire, des techniques de pointe ont été utilisées. On peut y voir la continuité du rapport à la technique dans la perpétuation de la mémoire. Alors que la technique et le système rationnel technicien étaient au cœur de cette déréliction. Je montre aussi que la technique peut être à la fois un vecteur de l'inhumain et un vecteur de transmission de la mémoire. C'est l'homme seul qui a le choix de son utilisation. Chaque fragment est composé de 12 blocs. Chaque bloc est occupé par 1632 fois le même personnage. Ce personnage est issu d'un modeleur volumique numérique. Il est neutre et sans signe distinctif. De chaque bloc sont extraits 16 personnages. En enlevant 11 à la somme totale des personnages de la composition, particulièrement dans le bloc 30, ces indications permettent d'identifier le numéro d'un déporté assigné à ce même bloc 30. L'identification se fait ainsi. Nombre de personnes au total, 1632, multiplié par 12, multiplié par 9, égale 176 256. Nombre de personnes enlevées, 16, multiplié par 12, multiplié par 9, égale 1728. 176 256 moins 1728 égale 174 528. Et enfin donc, élimination des 11 derniers dans le bloc 30, 174 528 moins 11 égale 174 517. Pour le nombre de personnes au total, il s'agit de la déportation de masse. Pour le nombre de personnes enlevées, les différentes sélections. Et enfin, au résultat obtenu, l'interrogation des survivants. Dans un des blocs, on peut voir un signe, un triangle à l'envers. En fait, je voulais au tout départ mettre en avant les fameux triangles de couleur ou les morceaux de tissu de couleur qui différenciaient les internés et déportés des camps. La particularité de cette proposition, c'est que je me suis rendu compte que je n'avais pas le droit d'oublier une seule des couleurs et une seule des identifications possibles par les tissus différents. Donc, pour être sûr d'oublier personne, j'ai préféré les tracer de façon symbolique avec ce traçage par élimination des personnages. Du coup, on les retrouve tous à ce niveau-là. Autre particularité dans ces blocs, on voit que les éliminations systématiques ou parfois aléatoires sont parfois combinées, parfois non combinées. Les personnages, on le voit, sont éliminés par 2, un tous les 2, un tous les 10, par ligne, par fratrie, peut-être par famille entière. D'autres personnages disparaissent dans la construction, sous la terre, sous la cendre, anéantis, absorbés par la construction du camp lui-même. On peut voir que
lorsqu'on se met de profil par rapport à l'œuvre n'est pas linéaire, elle ondule, elle distord le temps. On peut voir aussi qu'il y a une netteté dans les blocs qui est différente, une propreté, on va dire, dans les blocs. On sait, par les témoignages, que certains camps étaient plus propres que d'autres, mieux organisés que d'autres. Paradoxalement, les camps où on mourait le plus étaient les mieux organisés.